Mesdames, Messieurs, chers collègues, il est donc 18h35. Allez, on a un petit 5 minutes de retard. Nous allons commencer cette séance par le SICA. Mais avant ça, on va désigner la secrétaire de séance. Et je vous propose de désigner Lisa Mambré, qui est ici à ma gauche. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Eh bien, Madame Mambré est désignée donc secrétaire de séance. Alors, nous commençons par le SICA, le comité d'initiative et de consultation d'arrondissement. Comme vous le savez, nous nous réunissons en mairie du 9e arrondissement en préambule de notre conseil d'arrondissement avec les associations. Et cette séance est dédiée à un sujet qui est la politique de la ville. Donc, nous avons travaillé en amont plusieurs sujets, les jeunesses. Recording in progress. Les jeunesses, le logement. Et la dernière fois, c'était, les jeunesses la dernière fois. Oui, et avant, c'est la vie associative et les logements, le logement. Donc, et cette fois, donc, on est sur le thème de la politique de la ville. Nous avons ici, sur cette thématique, pour représenter le SICA, Evelyne Colombet du CIL de Vèze, Martine Desfours de l'Espace Seigneur du Cher et Martin Monnier pour le Lyon Plongeon Club, qui posera une question connexe sportive, sur le sport. Alors, voilà, vous avez plusieurs casquettes, Martine, Madame Desfours, hein, c'est vrai, voilà. Ah là là. Alors, centre social de... Alors, après, il faudra bien parler dans le micro parce que sinon, on ne vous entend pas. Mais oui. Alors, Martine Desfours, alors, très active dans le milieu associatif du 9e arrondissement, qui appartient donc à l'association de l'Espace Senior et effectivement qui est au bureau du centre social Pierrette Augier. Voilà. Je vous en prie, c'est réparé. Et donc, pour parler de ce sujet, donc en amont, vous nous avez envoyé des questions, des réflexions. Donc, on a proposé de vous répondre et après, on échangera évidemment si besoin. Mais déjà, en faisant intervenir de nos agents Ville de Lyon Métropole qui traitent de ce sujet de la politique de la ville. Donc, Christophe Safi, qui est directeur de la mission du Cher, et Stéphane Badonnel, qui est responsable de la mission, de la petite mission de, on va dire, bas 9e Vergoin. Ils vont donc répondre à des questions et vous faire une présentation chacun 10 minutes sur des sujets que vous avez soulevés. Et puis Emmanuel Giraud, donc, qui est l'adjoint politique de la ville, complétera sur le sujet, sur les questions politiques. Et évidemment, l'échange sera possible à la fin. Et nous finirons par la question du lion plongeant. Voilà, pour le programme, pour le menu, comme on dit. Donc, peut-être qu'on vous laisse, oui, Madame Colombet, lire donc la question, réflexion, voilà, l'introduction, on va voilà. dire. Voilà. Bien dans le micro, hein. Alors, est-ce que c'est bon comme ça? Voilà. Les associations membres du SICA qui ont travaillé sur ce thème de la politique de la ville connaissent à des degrés divers ce thème. Certaines interviennent ou sont intervenues dans les quartiers prioritaires. D'autres ont plus ou moins de connaissances sur ce sujet. Et enfin, certaines pourraient être intéressées pour intervenir dans ces quartiers. Donc, les termes politique de la ville nous semblent finalement peu explicites et méritent, dans un premier temps, d'être définis pour la bonne compréhension de tous. Par ailleurs, ce que je voulais souligner, c'est que dans la suite des questions, nous avons glané diverses informations et bien entendu, s'il y avait une erreur dans ce que nous avons trouvé, bien sûr, nous comptons sur vous pour rectifier éventuellement, puisque c'est un sujet quand même assez ardu. Tout à fait. Alors, moi, je vais vous donner un... On commence par la définition. Comment en fait, on vous laisse lire la totalité, on va vous répondre. Ouais, c'est plutôt plus simple. On va vous répondre, comme je vous ai dit, en 3 parties, plutôt sectorisées, mais il y aura des réponses. Alors moi, je vais vous donner quelques chiffres, mais je ne suis pas sûre qu'ils soient très
je n'ai certainement pas tous les bons chiffres. Mais bon, il y a des spécialistes qui vont arranger ça. Il faudrait vous rapprocher du micro, Madame Desfours, on vous entend pas bien. La politique de la ville a été créée à Lyon il y a environ 40 ans. Je trouve que c'est quand même beaucoup. Donc c'est déjà un premier chiffre qui ne correspond pas, je pense. Pour le 9e arrondissement, 3 quartiers sont concernés. La Duchère, Gorge-de-Loup, auquel s'est ajoutée la Vallonnière, et le Vergoing. Les associations constatent une évolution certes positive, mais encore insuffisante dans ces quartiers. L'évolution s'est traduite sur le plan du renouvellement urbain des quartiers prioritaires avec une mixité sociale réelle. Les écoles disposent de plus de moyens. Au-delà de ce constat, quel est le bilan pour les quartiers prioritaires du 9e arrondissement? Des études sur les évolutions sociales ont été réalisées. Point d'interrogation. Quel est l'impact du renouvellement urbain? Les inégalités ont-elles été réduites? Un nouveau contrat de ville est intervenu en avril 2024, intitulé « Engagement quartier 2030 », applicable pour les 6 ans à venir. Quelles sont les orientations de ce nouveau contrat pour les quartiers prioritaires du 9e? On parle beaucoup de la Duchère, le plus ancien quartier prioritaire, mais quelles sont les perspectives pour Gorge-de-Loup, la Vallonnière et le Vergoing? Au niveau de la métropole, on passe de 37 à 43 quartiers prioritaires et les 28 anciens quartiers en veille active qui devraient sortir de la politique de la ville sont devenus quartiers populaires métropolitains. Quelles en sont les raisons? Ça y est? C'était la deuxième partie. Et donc, la troisième et dernière partie de notre intervention concerne le rôle des associations dans les quartiers prioritaires. Les habitants et les associations intervenant dans les quartiers prioritaires ont participé à l'élaboration du nouveau contrat de ville. Les associations et les autres acteurs, MJC, centres sociaux, conseils citoyens, etc., jouent un rôle important auprès des jeunes, mais aussi des moins jeunes, ce qui est peut-être moins connu en ce qui concerne les moins jeunes. Mais face à la violence des réseaux sociaux qui ont une grande influence sur les jeunes, les associations et autres acteurs des quartiers prioritaires demeurent-ils toujours aussi attrayants? Et enfin, nous terminons par une proposition du SICA. Est-il envisageable d'organiser une présentation du nouveau contrat de ville à l'ensemble des associations du 9e, avec des informations sur les financements, des témoignages, etc., afin de faire découvrir à d'autres associations qui pourraient intervenir dans le domaine du handicap, des jardins, sur d'autres thèmes également, bien entendu, l'intérêt d'intervenir dans les quartiers prioritaires et de compléter ainsi l'offre proposée aux habitants. Oui, Monsieur Giraud, vous vouliez. Oui, avant de donner la parole à Stéphane Badonnel et Christophe Safi, déjà, en tant que délégué à la politique de la ville, je tenais déjà à vous remercier de porter ce sujet à notre connaissance, ou en tout cas, si ce n'est à notre connaissance, d'avoir un temps d'échange, même s'il est réduit, sur le sujet de la politique de la ville. Une fois n'est pas coutume, puisque, comme vous l'avez dit, c'est un sujet qui est technique, qui est ardu. Donner une définition à la politique de la ville, ce n'est pas simple, puisque selon les interprétations, on peut en donner différentes définitions. Et je dirais qu'au plan politique, peut-être que Christophe rentrera dans le détail, mais voilà, une politique de la ville, c'est arriver à donner un supplément d'âme et de moyens à des quartiers qui n'en bénéficient pas ou qui en bénéficient insuffisamment au regard de la sociologie de leur population qui peut y résider. Donc, c'est cette introduction moi, que je voulais faire. Je remercie, au-delà de vous remercier, vous, le SICA, je voulais remercier aussi de la présence de nos deux techniciens chefs de file du sujet sur le 9e arrondissement. Et puis même Stéphane déborde un petit peu sur Sœur Janin et le 5e, parce qu'ils sont jamais
suffisamment mis en lumière. Comme on l'a dit, ce sont des sujets très techniques, administratifs, financiers, et alors que la politique de la ville est certainement le sujet le plus transversal qui travaille au quotidien pour les habitants. Donc effectivement, ce que je vous propose, et Madame la maire vous l'a dit, c'est que Stéphane puis Christophe puis Stéphane puissent prendre la parole pour vous établir rapidement un bilan du précédent contrat. Et moi, je viendrai vous apporter des informations certainement insuffisantes sur le nouveau, mais on reviendra sur votre proposition en fin de séance. Peut-être Christophe. Bonjour, merci. Donc Christophe Safi, je suis directeur de la mission Lyon-Duchère, donc une mission qui est co-mandatée par la ville, la métropole et l'Agence nationale du renouvellement urbain, puisque du coup on a la chance à la Duchère d'avoir une opération de renouvellement urbain qui a permis déjà d'engager une première transformation du quartier. Donc, je vais vous dresser un bilan assez rapide du précédent projet de territoire. Donc ça va être vraiment une synthèse de synthèse, puisque du coup le document complet du bilan fait pas loin de 200 pages, donc à traiter ça en 10 minutes, ça va être vraiment très très rapide. Mais du coup, donc, en premier lieu, en ce qui concerne ce qu'on a qualifié de réussite, qui sont issus de tous les échanges qu'on a pu avoir et des enquêtes qui ont été menées auprès des habitants et des acteurs du quartier. Donc au niveau des réussites, comme je le disais tout à l'heure, on a eu la chance à la Duchère de bénéficier d'un grand plan de renouvellement urbain qui a été engagé au début des années 2000 et qui a du coup permis de profondément transformer et métamorphoser le quartier avec du coup une grosse intervention sur le bâti et sur l'espace public. Donc opération qui se poursuit actuellement sur le secteur de la sauvegarde et sur le secteur du château. Ensuite, donc du coup, ces transformations ont eu pour effet d'entraîner une mixité sociale dans l'habitat, puisque du coup, on est passé d'un quartier d'habitat social, puisqu'il y avait au début des années 2000, 80% de logements sociaux. On se retrouve en 2022 avec 56% de logements sociaux. Donc une grosse modification à ce niveau-là. Et cette mixité sociale, elle s'est fait ressentir dans les derniers recensements de l'INSEE, avec une augmentation assez significative de la part de CSP+, dans la population, notamment avec une augmentation assez marquée des professions intermédiaires et des cadres de professions intellectuelles supérieures. Parce que du coup, sur le secteur qui a connu le plus de modifications, qui est le secteur du plateau, on a eu une augmentation de plus 0,5% de cadres de profession intellectuelle supérieure. Donc, ce qui est quand même assez notable et très nettement supérieur à ce qui a pu être constaté globalement sur la ville et sur la métropole. Autre point de réussite, du coup, c'est toutes les actions qui ont pu être menées pour renforcer la cohésion sociale au sein du quartier. Donc sur différentes thématiques que je vais pas rentrer dans le détail de tous les sujets, mais du coup on a traité l'accès au droit, du lien social, de la prévention, de la culture, de l'éducation, de la santé, l'emploi et de l'insertion. Et ça, c'est des sujets sur lesquels on est amené à travailler au quotidien avec les différents partenaires du quartier. Autre point de réussite, du coup, c'est tout le maillage partenarial qui a pu être tissé au sein du quartier, du coup, avec des liens de confiance qui se sont créés avec les différents acteurs institutionnels et représentants d'habitants et qui, du coup, restent aujourd'hui très actifs et très mobilisés sur le quartier. Donc, c'est quand même un point de force assez notable pour la Duchère. Autre sujet du coup qui aujourd'hui a été plutôt très plébiscité par les partenaires dans le cadre du bilan, c'est toute la gouvernance et la co-construction du projet, puisque du coup quasiment dès les premiers projets de renouvellement urbain, il y a eu volonté d'associer les habitants aux grandes décisions autour du projet. Donc, ce qui s'est traduit par différentes instances de concertation, notamment le comité de suivi participatif, qui du coup va fêter sa 47e édition cette année, cet été là. Donc du coup, plutôt une instance qui est assez porteuse et assez intéressante pour nous, parce qu'elle nous permet vraiment de prendre la température du quartier et de voir comment il faut qu'on réoriente nos grandes orientations. Autre point
très positif, du coup, c'est le fait que ces transformations urbaines aient permis la labellisation écoquartier de la Duchère, ce qui du coup a permis notamment l'émergence d'initiatives intéressantes en matière de transition écologique, donc des initiatives aussi bien portées par les structures associatives que par des habitants eux-mêmes. Donc du coup, quelque chose qui effectivement est aujourd'hui est une force pour le quartier. Alors, malheureusement, il n'y a pas eu que des réussites. Il y a aussi aujourd'hui des éléments qui perdurent et qui génèrent encore des difficultés au sein du quartier. Donc, pour vous donner un peu les grandes lignes, aujourd'hui sur la Duchère, c'est 10 600 habitants, avec une population très jeune, puisqu'on est sur un quart de la population qui a moins de 14 ans. Et alors, ce que dit pas la diapo, mais qui est quand même à noter, un vieillissement de la population qui commence à se constater. Et après, au niveau de la structure des ménages, on est plutôt sur des ménages de taille relativement importante et avec un fort taux de familles monoparentales. Toujours dans les points de difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve encore avec des situations de précarité assez marquées et du coup avec des fragilités au niveau de la population. Alors, je ne vais pas m'étendre sur tous les chiffres, mais du coup, on a quand même 37% des ménages qui sont sous le seuil de pauvreté à l'échelle du quartier. Donc, malgré la mixité sociale qui a pu être introduite sur le secteur du plateau, on se retrouve quand même avec un quartier qui est très précaire. Des niveaux de diplôme qui restent en deçà du niveau de diplôme constaté à l'échelle de la ville et de la métropole. Des problématiques en matière de santé, notamment avec des difficultés pour pouvoir avoir des rendez-vous chez des généralistes, un nombre assez conséquent de Duchérois qui souffrent d'affections de longue durée, donc notamment le diabète. Un accès à la culture qui reste aujourd'hui un petit peu en deçà de ce qui peut se constater par ailleurs, parce que du coup on a un Duchérois sur deux qui est indiqué avoir fréquenté un équipement culturel au cours des 6 derniers mois. Et enfin une situation sécuritaire qui est aujourd'hui plutôt en phase de dégradation, on va dire, depuis quelques mois, quelques années. Très rapidement, je vais pas trop m'étendre puisque du coup ça fait un petit peu écho à ce que je viens de dire, c'est que du coup en fait la crise sanitaire a mis en exergue tous ces points de difficulté et a plutôt eu tendance à les rendre encore plus visibles. Donc même si aujourd'hui on constate que la situation tend à revenir à la situation dans laquelle on était avant la crise sanitaire, on a quand même eu une phase très compliquée entre 2020 et 2022, avec notamment des grosses difficultés au niveau de la santé mentale qu'on peut constater, et une augmentation assez notable des incivilités et des violences. Au niveau de l'amélioration de l'image du quartier, les différents sondages qui peuvent être menés par la ville montrent que l'image du quartier a eu tendance à s'améliorer de manière assez notable, même sur les dernières années. Néanmoins, le constat est qu'on est sur une situation qui est très instable et très fragile, puisque du coup, suite aux fusillades qui avaient eu lieu en 2022, il y a eu une baisse assez marquée de l'image positive qu'il pouvait y avoir du quartier. Donc du coup, on sait que c'est vraiment un sujet sur lequel il faut qu'on travaille et sur lequel il faut qu'on soit particulièrement vigilant. Donc voilà, pour vous dresser un petit peu le bilan auquel on est parvenu courant 2023, et du coup qui nous a permis d'enchaîner après sur des propositions pour les années à venir que vous présentera Emmanuel Giraud. Merci, Monsieur Safi. On cède la parole à Monsieur Badonnel ou Monsieur Giraud, vous voulez... Non, on enchaîne? Non, on peut continuer, tout à fait.
Oui, bonsoir. Donc Stéphane Badenel, moi je suis chef de projet sur le bas 9e, donc c'est à la fois Gorge de Loup, aujourd'hui Gorge de Loup Vallonnière, mais également Le Vergoing, et par ailleurs, comme le disait Monsieur Giraud, également sur le 5e, sur Janin, Genêt et Ménival. Donc on a eu, tout comme à la Duchère, un gros chantier à la fois d'évaluation des projets de territoire 2015-2022, et puis l'écriture toute récente, avec le vote au conseil municipal du 30 mai dernier, des nouveaux projets de territoire 2024-2030. Et donc on est en capacité de vous présenter effectivement des éléments à la fois de bilan, et peut-être pour rappel et répondre un peu à votre question, comment fonctionne la politique de la ville ou ce nouveau contrat, mais l'ancien fonctionnait un peu de la même manière. On a des projets de territoire, c'est-à-dire que chaque quartier dit prioritaire a un projet de territoire spécifique qui intègre donc la Convention territoriale de Lyon, qui elle-même intègre le contrat de ville métropolitain. C'est un peu des poupées russes, niveau métropole, niveau ville, niveau quartier. En ce qui concerne, nous, ce qu'on appelle le bas 9e, donc c'est le 9e à l'exception de la Duchère, on a effectivement deux projets de territoire, un qui concerne Gorge de Loup, la Vallonnière aujourd'hui, et l'autre qui concerne le Vergoing. Donc je vais commencer avec le bilan sur Gorge de Loup. En termes de contexte, donc un contexte réactualisé suite au travail de bilan-évaluation. Donc un quartier qui se confirme comme un quartier avec de multiples usages, qui est relativement bien desservi, à l'exception du secteur des Deux Amants. On a un quartier également avec des atouts forts en termes de transport, de connectivité, de centralité, d'accessibilité. On a en revanche une structuration des actions quelque peu morcelée, avec l'absence d'acteurs implantés réellement en proximité de Gorge de Loup, mais plutôt environnants, sur, on va dire, le Grand Vèze. Enfin, un manque de lieux, donc c'est très lié également au manque d'acteurs, un manque de lieux repérés, de proximité également, pour être en capacité d'apporter une animation dans le quartier de Gorge de Loup. Si on va dans le détail sur les atouts, on l'a dit, hein, en termes de desserte, à l'exception du secteur des Deux Amants, on a un secteur vraiment qui est vivant. On a un patrimoine des bailleurs qui, même s'il a été parfois vétuste, il est relativement bien entretenu ou va faire l'objet d'entretiens réguliers. On le voit aujourd'hui, notamment avec la réhabilitation ambitieuse de Grand Lyon Habitat. On a pu le voir sur Villogia, mais également sur Aliade, rue Sidoine Apollinaire, où on est en cours de travaux également. Et puis on a surtout travaillé ces dernières années, c'est un atout malgré tout, travailler des opportunités pour imaginer, identifier un lieu qui puisse être un lieu pour les habitants, un lieu pour les acteurs. On y reviendra dans les perspectives. En termes de problématiques, on a certes des problématiques, et ce n'est pas pour rien que le quartier est prioritaire. On a effectivement un quartier qui est composé essentiellement d'habitat social, et donc mathématiquement, les habitants qui viennent loger et qui ont accès à ces logements sont par définition des habitants avec des minima sociaux pour une bonne partie. Et donc on a, je dirais, un peu une récurrence de ces situations, c'est-à-dire que des habitants qui s'en sortiraient un peu mieux, voire décolleraient un peu, si on peut dire, ont tendance, pour une partie, à partir du quartier, et ils sont effectivement remplacés par des gens eux-mêmes avec des minima sociaux. Donc on a finalement, on perpétue, de par le produit logement, on perpétue finalement une certaine concentration de familles modestes, voire précaires pour certaines. Le quartier qui n'est rentré en QPV, donc qui est devenu prioritaire qu'en 2015, compte pour le coup de nombreuses familles en situation de précarité sociale et économique. C'est une réalité qu'on peut vérifier par les chiffres qu'on a au niveau de l'Observatoire. On a des jeunes qui concentrent et qui cumulent finalement des fragilités à la fois familiales, mais également des difficultés d'accès à l'emploi et à la formation. On a un groupe scolaire peu mixte. On a eu dans le passé un collège peu ouvert, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc là, c'est bien, encore une fois, l'évaluation de la situation de 2015. Les choses ont bien changé depuis l'arrivée du nouveau principal de collège. Donc c'est finalement un commentaire qu'on peut enlever d'ores et déjà si on parle d'aujourd'hui. En revanche, l'école reste effectivement peu mixte, avec un taux d'évitement
important et je dirais une précarité qui se retrouve autant dans le quartier que dans le groupe scolaire. Et sans vouloir se répéter, effectivement, un manque de structure sur place. Et puis, ça et là, et en fonction des saisons, des tensions, des problèmes. On a vu encore dans les derniers groupes techniques sur Gorge-de-Loup des problématiques de rodéo, de barbecue avec les beaux jours qui ressurgissent. Et je dirais une problématique, mais comme dans beaucoup de secteurs, une problématique de trafic de drogue bien connue qui persiste aux abords notamment des gares Vèze, Valmy et Gorge-de-Loup. Si on va sur la synthèse de l'évaluation, alors elle est présentée différemment de chez mon collègue. On avait voulu mettre un feu rouge, un feu orange, un feu vert. C'était un peu une manière de synthétiser, puis de mettre peut-être un peu moins de texte et de prose. Ce qu'on peut dire sur les grosses difficultés, sur ce qui n'a pas forcément avancé, là où on n'a pas de succès, non pas qu'on ait forcément des échecs, en tout cas là où on avance difficilement, c'est la mobilisation des acteurs avec une faible ingénierie. Je disais très peu d'acteurs en proximité, donc on est obligé finalement de solliciter des acteurs sur l'ensemble de Vèze, voire ailleurs. Des acteurs en hyper proximité, on en a effectivement très très peu. On a heureusement à l'exemple les AJD qui font un travail formidable sur le secteur des Deux Amants avec un périmètre bien plus large que simplement en Gorge-de-Loup. Mais encore une fois, on a vraiment très peu de leviers pour le moment sur cet aspect-là. On a par ailleurs une difficulté, je le disais, Gorge-de-Loup est rentré en 2015 seulement en politique de la ville et à l'époque, on n'avait pas un projet de territoire, on avait simplement une vague feuille de route suite à un dialogue entre partenaires. Donc il a fallu travailler finalement ce projet de territoire un peu depuis 2017-2018 et notamment un des gros objectifs de cette feuille de route, c'était de mettre en place une ingénierie de la collectivité, ce qui n'était pas le cas puisqu'il n'y avait aucun technicien en charge en proximité du 9e et du 5e. Et c'est la première chose que la mairie de Lyon, avec la métropole et l'État, ont fait sur ce contrat de ville, c'est mettre en place un chef de projet, en l'occurrence en ma personne. Donc moi, je suis arrivé en 2019. Madame Colombet, si vous avez une question de compréhension. Juste une toute petite question, AJD. Ah, pardon. C'est une fondation, c'est les Amis du Jeudi du Dimanche, pour revenir à l'origine. C'est une fondation qui, pour faire très court, travaille principalement sur l'insertion, l'emploi, la formation des jeunes en difficulté, enfin des jeunes et des moins jeunes, mais notamment des jeunes en difficulté. Ils sont situés rue des Deux Amants. Ils ont un certain nombre d'activités sur ce secteur-là. Il y a un atelier bois, un atelier de transformation alimentaire. Ils font également de la retape, comme ils disent. Donc, ils réparent, ils récupèrent des meubles et de l'électroménager qui remettent en état pour avoir une seconde vie à des prix abordables pour des familles modestes. Donc, il y a vraiment tout un circuit vertueux à la fois d'insertion, mais également de seconde vie pour les objets, l'électroménager. Et un atelier vélo, pardon, également. Sur ce qui est plutôt modéré, donc je dirais le feu orange, on a un partenariat, donc on disait un peu hésitant, décousu sur Gorge-de-Loup, mais on a malgré tout une grande qualité des interventions, je le disais, de structures qu'on mobilise un peu dans l'ensemble de Vèze. Et au premier titre, le centre social Pierre-Étaugier de Vèze, donc qui s'investit sur Gorge-de-Loup depuis de nombreuses années, et on le verra dans les perspectives avec M. Giraud sur l'espace de vie sociale qui devrait ouvrir tout début 2025. On a des interventions de qualité avec des acteurs tels que le PIMS. Eux aussi, c'est une structure de type France Service qui travaille beaucoup sur l'accompagnement à l'accès aux droits. Mais on a également des interventions de grande qualité de la médiathèque de Vèze. J'en oublie beaucoup, il y a des acteurs culturels, Subterfuge, des théâtres, le TNG, etc. Mais un peu décousu. Donc effectivement, le fait de pouvoir bénéficier du futur espace de vie sociale avec un projet animé vraiment au service des habitants, mais vraiment construit avec eux et construit avec l'ensemble des acteurs locaux, devrait amener effectivement du mieux au quotidien pour les habitants, les usagers. Et puis on a des choses heureusement
en vert, donc j'y suis venu un peu en avance. Effectivement, on parle de l'espace de vie sociale, mais également, on travaille fortement à mobiliser le droit commun. Ça veut dire quoi? C'est ce que disait Monsieur Giraud en introduction. On a des moyens spécifiques pour ces quartiers prioritaires, mais charge également à nous de mobiliser les fonds de droit commun, donc c'est-à-dire les fonds qui sont pour tout site, qu'il soit site prioritaire ou non. Chaque direction, chaque délégation a des moyens financiers. Charge à nous effectivement de faire attention que ces directions qui travaillent sur l'éducation, la culture, la santé aient un regard particulier, voire mettre des moyens particuliers en plus sur ces territoires fragilisés. Et je passe rapidement sur le Vergoing, non pas que ça soit moins important, mais on reviendra sur Gorge-Doulou avec les perspectives avec Monsieur Giraud dans la troisième partie. Donc je vous propose d'aller jusqu'au début du document sur le Vergoing. Voilà. Donc le Vergoing, donc un secteur isolé géographiquement, puisque tout au nord du 9e, un secteur souffrant d'un manque de services de proximité, d'infrastructures, mais également de difficultés de mobilité et d'accès pour ses habitants. On a en revanche un tissu associatif avec des acteurs fortement engagés qui, heureusement, permettent de créer finalement une vie associative, une dynamique réelle avec des acteurs phares, on le verra par la suite, tels que le Pôle 9 et la Maison de la France notamment. Mais on a également un manque dans l'offre de services publics, services au public, quelle que soit la thématique, avec un éloignement réel des services publics tels que les services de la métropole, tels que les services de l'emploi, puisque la quasi-totalité de ces équipements sont situés soit à la Duchère, soit plutôt sur le secteur de Vèze-Valmy. Si on rentre un peu dans le détail, mais sans trop forcément développer, qu'on laisse du temps à vos questions, on a des atouts sur le Vergoing. On a un cadre de vie relativement intéressant, voire privilégié en termes d'espace vert, avec un patrimoine là aussi de grands lieux habitat plutôt très bien entretenu, qui fait l'objet régulier de travaux, de gestion. On a de nombreux atouts en termes d'accueil. On est vraiment sur un site accueillant avec vraiment des personnes de tous horizons. On a un secteur très jeune. On a une tradition de la solidarité également sur le Vergoing, quelque chose de très fort, d'ancré dans les mémoires et dans la tradition. On a la présence, je le disais, de nombreux acteurs fortement impliqués sur le secteur. Pôle 9, Maison de l'Enfance, je ne les dis pas tous, ils sont nombreux et ils travaillent très très bien ensemble. C'est sans doute vers là qu'on aimerait amener Gorge-de-Loup, c'est-à-dire avec une réelle coordination, une réelle synergie entre acteurs. Il y a un travail conséquent qui a été mené sur l'accès au droit, justement, du fait de l'éloignement des services publics. On a notamment pu faire en sorte que le PIMS de Vèze mette en place ce qui s'appelle aujourd'hui le PIMS mobile. Donc c'est un bus de type, et d'ailleurs labellisé France Service, qui amène un accompagnement à l'accès au droit pour les habitants du Vergoing, avec des relais pour la CAF, la Sécu, la Poste, les impôts, voilà, tout ce qui est représenté par France Service. Donc c'est un réel progrès qui a été mené sur les 2 dernières années notamment. On a une implication forte également des habitants via plusieurs associations de bénévoles, comme Mieux Vivre au Vergoing, Femmes, Culture, Solidarité, Partage et les Jeunes Motivés du Vergoing, même si on est sur, pour la dernière, une association un peu en dents de scie, qui se relève, qui s'essouffle. Voilà. On a là aussi des difficultés, sinon on ne serait pas en quartier prioritaire. Donc, je le disais, un quartier relativement isolé, lui aussi essentiellement constitué de logements sociaux, et donc avec les conséquences évoquées plus tôt. On a un quartier, malgré ses qualités, qui reste peu attractif en raison de son éloignement. Et pourtant, pour les gens qui y habitent, on a pour autant un attachement sincère. On a également une forte précarité sociale et économique et une partie de la jeunesse qui est particulièrement en difficulté en termes scolaires, en termes de déscolarisation, en termes de projets en général. On a une école, un groupe scolaire
Alphonse Daudet avec d'importantes difficultés, là aussi en termes de mixité, en termes de résultats, également en termes de bâti, mais fort heureusement, un gros investissement sur les travaux a été voté et donc les travaux vont grandement améliorer la situation sur ce groupe scolaire. On a là aussi certaines tensions, problèmes de tranquillité, hein, très clairement, avec à la fois du trafic de drogue connu mais surveillé. On a également des tensions cette année, des tensions on va dire plutôt récentes entre bandes de jeunes, si on peut dire, entre jeunes du Vergoing et jeunes de la Duchère, et notamment vraisemblablement sur fond de rivalité autour des trafics de drogue. Donc des choses, on peut le dire, alarmantes, mais connues et surveillées. Et on a une dynamique autour de la jeunesse qui a du mal réellement à prendre. Non pas que les moyens n'y soient pas, hein. On a la mission locale, on a des éducateurs de prévention, on a le pôle 9, on a la maison de l'enfance, mais on a du mal à capter un certain nombre de jeunes, pas tous heureusement, hein, c'est une minorité qu'on a du mal à capter, mais on est sur, voilà, vous le savez, sur certains jeunes, on est entre guillemets, on n'est pas concurrentiel. On propose un job été payé une misère par rapport à ce que peut rapporter certains trafics. Donc on a réellement des jeunes qu'on a du mal à accrocher, à ramener quelque part dans un parcours qui pourrait leur être bénéfique. En termes de synthèse, pour finir, là aussi, en termes de feu rouge, feu orange, feu vert, on a des problématiques liées aux questions de la tranquillité, on vient de l'aborder, c'est un réel point négatif. Ça va également sur, bien évidemment, des dégradations du squat par ailleurs. On a un volet cadre de vie GSUP, donc je disais un patrimoine bien entretenu. Pour autant, ça reste un patrimoine compliqué à entretenir et on pourrait sans doute faire mieux, mais là encore, on ne bénéficie pas malheureusement d'un programme de rénovation urbaine. On a certes quelques financements de rénovation, mais on n'a pas, je dirais, l'ampleur d'un projet tel que le projet de la Duchère, et donc on doit opérer des choix, tout comme on doit opérer des choix sur Gorge de Loup. En termes de résultats mitigés, on a des avancées notoires sur l'enfance-jeunesse, grâce à des acteurs vraiment très forts, très impliqués, pôle 9 et maison de l'enfance. Mais il reste encore beaucoup à faire. Et enfin, sur ce qui a pu progresser le mieux, c'est vraiment sur le partenariat entre acteurs, et on a pu le mesurer avec la préfecture, avec la métropole, notamment à l'occasion des 50 ans du Vergoing. On a eu vraiment une vraie aventure collective avec l'ensemble des partenaires, et pourtant on a toujours eu quelques associations, je le disais, d'habitants qui sont parfois un peu dans la confrontation, dans les petites tensions, dans les jalousies, et là on a finalement réussi à avoir vraiment d'un corps, d'un nom, vraiment une semaine complète de manifestations, voilà, où tout le monde était sur la même ligne. Et ça a permis d'avancer sur les collaborations, et c'est des collaborations aujourd'hui qui tiennent encore. Et notamment entre seniors et jeunes, ce qui n'était pas joué. Monsieur Giraud, vous pourrez en dire peut-être quelques mots. Et enfin, sur les enjeux liés à la jeunesse, aux jeunes adultes, on a aussi étoffé très largement l'offre de services, l'offre d'accompagnement sur le Vergoing, notamment avec des acteurs historiquement présents depuis de nombreuses années, RAID, donc une autre association liée et spécialisée dans l'insertion, l'emploi, la formation. Mais également, on a pu y ajouter un certain nombre finalement d'acteurs qui travaillent aux freins périphériques à l'emploi et la formation. On a pu y rajouter la médiation santé, le pôle linguistique de proximité, le PIMS mobile, je l'abordais tout à l'heure, et également le pôle 9 qui a pu labelliser un point info jeunesse à la chaufferie. Donc on a vraiment, on a mis le paquet, on n'est pas encore satisfait, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore à la hauteur, je pense, des besoins, mais c'est en route, ça progresse, et on va poursuivre sur l'aspect jeunesse parce que ça porte des fruits, mais il faut encore faire des efforts. Voilà, je m'en arrêterai là. Merci. Merci, M. Badanel. Emmanuel, c'est à vous. Oui, merci. Il est important quand même de prendre un petit peu le temps quand on s'arrête finalement sur ces quartiers. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, où on a 30% des habitants de
du 9e qui habitent dans ces quartiers, hein. C'est 10 000 sur la Duchère, et si on cumule Vergoing et Gorge-de-Loup, on y ajoute 5 000 habitants. Donc on ne parle pas à une portion, on n'évoque pas une portion congrue en fait, hein, des habitants du 9e, et 30%, c'est voilà, donc c'est 15 000 habitants. Donc on a une attention toute particulière, et on le voit bien de la manière dont Stéphane Badonnel et Christophe évoquent leurs actions avec passion. Donc on est aujourd'hui au milieu du gué, où on est en train de renouveler justement les différents contrats, puisqu'on avait une convention en fait métropolitaine, puisque c'est aujourd'hui à l'échelle de l'agglomération lyonnaise que sont signés les contrats de ville qui dataient de 2015 et qui couraient jusqu'en 2021, mais qui pour différentes raisons a été, au plan national j'entends, a été repoussé jusqu'en 2024. Et le nouveau contrat de ville de l'agglo lyonnaise a été signé à la métropole et l'ensemble de ses partenaires au mois d'avril dernier. Donc tant que, et Stéphane l'a indiqué, la convention, le contrat de ville de l'agglo lyonnaise n'était pas signé, on ne pouvait pas engager les travaux, ou en tout cas même si tout un travail avait été mené dans l'attente, on ne pouvait pas engager les travaux qui visent à signer, à formaliser la convention territoriale de Lyon, laquelle convention territoriale sera délibérée lors du prochain conseil municipal, et que j'aurai l'occasion d'aborder rapidement tout à l'heure dans l'une des premières délibérations du conseil d'arrondissement. Donc on se fixe là pour période une convention territoriale qui va courir donc de 2024 jusqu'à 2030. Alors elle est détaillée, on pourra y revenir rapidement tout à l'heure, mais ces conventions, elles ont des volets de type que sont et articulés autour de 3 composantes. Les projets de territoire, donc les projets de territoire qui sont en cours de formalisation in extenso pour l'ensemble des quartiers, donc avec des grands défis par territoire, et on rentrera un tout petit peu dans le détail de ces défis. Des volets thématiques, donc qui touchent l'ensemble des thématiques, mais que l'on retrouve dans n'importe quel quartier, mais peut-être plus qu'ailleurs sur les quartiers QPV, les quartiers politiques de la ville. On parle plus d'éducation, de petite enfance, de santé, de culture, de prévention et de sécurité, d'emploi, d'insertion, plus que dans d'autres quartiers qui ont plus accès à ces sujets, où il y a moins de difficultés sur ces sujets. Et puis, on a des axes aussi transversaux qui nous semblent quand même importants pour nous, qui font résonance dans notre mandature, qui visent, petit 1, à améliorer la participation citoyenne et habitante. Donc c'est pour ça qu'on ne cesse de mobiliser, de souhaiter que des conseillers de quartier puissent se développer sur ces territoires. Les conseils citoyens, eux, sont une obligation liée par la loi, et on souhaite que la participation habitante soit plus importante, et notamment le pouvoir d'agir que l'on peut avoir via les locataires ou les collectifs de locataires nous semble vraiment très important pour qu'ils puissent eux-mêmes animer et être des interlocuteurs des collectivités. Il y a le deuxième sujet qui est évidemment celui de la transition écologique. Le fait de penser l'alimentation comme un levier de mobilisation et de développement sur les questions de transition écologique et de transition solidaire. Le fait aussi d'avoir une ambition d'un déploiement prioritaire des missions des maisons de l'alimentation au sein de ces quartiers. Et la halle agriculturelle que porte Gauthier Chapuis en est un bel exemple sur le quartier de la Duchère. Et puis enfin, et j'ai Marie à côté de moi, le sujet évidemment des jeunesses, parce qu'on pourrait constamment se poser la question de se dire, mais tiens, mais avec tout l'argent qui a été mis dans ces quartiers depuis plus de 20 ans, comment ça se fait qu'on a des indicateurs qui soient un peu au rouge, beaucoup à l'orange et encore peut-être trop peu au vert? C'est aussi que nous sommes dans des quartiers de renouvellement de population. On est sur des quartiers qui sont des portes d'entrée de notre pays, de notre métropole, de notre vie. Et à ce titre-là, on a un renouvellement des populations qui font que même si on a des populations qui vieillissent sur place, d'autres, à un moment donné, ont accès à d'autres logements et sont remplacés par d'autres publics qui sont à leur tour aussi en difficulté. Donc le sujet de la jeunesse et de la manière dont on arrive à appréhender ces jeunesses
au plus proche, au meilleur moment, sont prioritaires pour nous, et notamment en lien avec l'éducation, et on porte aussi beaucoup d'attention sur les liens intergénérationnels dans ces quartiers. Peut-être Clément, juste nous montrer, parce qu'en fait, il faudrait qu'on prenne une séance complète et beaucoup plus longue, et ça répond à votre question, que de vous convier à une séance beaucoup plus complète. L'exemple du contrat territorial, peut-être le document PDF que j'ai pu te confier, qui en fait pour chacun de ces quartiers, et Stéphane l'avait mis en évidence, vise à répondre à plusieurs défis. Donc on a entre 4 et 5 défis pour chacun de des quartiers évoqués. Si je m'arrête en quelques minutes sur le quartier, notamment si on commence par celui du Vergoing, parce que c'est le premier qui arrive dans la liste du contrat, même si Stéphane a déjà évoqué ses premiers défis, hein, il y a un vrai enjeu aujourd'hui sur le quartier du Vergoing à continuer à faire en sorte que ce soit un quartier ouvert avec une vraie mobilité, puisque un peu comme un angle mort, j'allais dire, ou un espace peu ou pas suffisamment desservi par les transports en commun. Donc, il y a un vrai sujet de raccrocher ce quartier aux dynamiques de service. Donc, vous avez ici les éléments à l'écran. Le Vergoing, c'est en page 15. Donc, on aura l'occasion de venir vous présenter avec beaucoup plus de détails ce contrat lorsqu'il aura été approuvé, évidemment, en séance du conseil municipal fin juin. Mais c'est ce premier défi d'avoir un quartier qui soit ouvert, plus ouvert. Un second défi qui est celui d'avoir un quartier qui permette d'améliorer l'accessibilité aux droits et aux services, parce que souvent au Vergoing, on va avoir une antenne d'une structure par instant, pas toujours ouverte, mais il y a un enjeu de favoriser l'accès aux services, notamment en proximité, l'accès aux droits. Un troisième défi qui est celui de l'émancipation des jeunesses et de renforcer justement des propositions pour les jeunes et leur accessibilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont un tout petit peu éloignés du pôle neuf, centre social MJC, et même s'il y a une antenne à la chaufferie, on sent quand même qu'on a une jeunesse qui est assez repliée sur elle-même. Et puis enfin, de construire une force publique et associative du Vergoing auprès de ses habitants, puisque les associations, comme ça a été dit par Stéphane, sont soit vieillissantes et peu renouvelées, on pense à Mieux vivre au Vergoing, et puis les associations de jeunesse qui se développent, elles, sont en fait en pointillé, puisque peu renouvelées du fait du faible investissement en démocratie participative des jeunes du quartier. Sur la Vallonnière, nouveau quartier, hein, on l'a dit, hein, c'est donc QPV, donc juste au-dessus de Gorge-de-Loup. Donc on a un projet de territoire à écrire déjà sur ce quartier nouvellement intégré. Donc il y a l'enjeu sur Gorge-de-Loup et Vallonnière, donc de travailler l'animation du quartier, parce qu'on sait que c'est un quartier qui finalement a peu de repères, et on est vraiment très heureux avec Anne et Marie d'avoir poussé fort sur la création d'un espace de vie sociale. Donc, même aussi petit soit-il, on commence petit, on grossira ensuite. C'est le local de l'ancienne boucherie qui servira au rez-de-chaussée, à son étage, d'accueillir en fait différentes structures associatives à même d'animer le quartier de Gorge-de-Loup. Et ça y est, il y a une délibération d'ailleurs qui porte aujourd'hui sur ce sujet. Et on est dans le concret, puisque ce sera un espace qui sera inauguré avant la fin de ce mandat. Impliquer les habitants, les acteurs locaux dans la vie du quartier, parce qu'on est aussi sur un quartier qui, au-delà de ne pas avoir de lieu de rencontre, est un quartier assez décousu en termes de géographie concrète, à cheval sur le haut, sur le bas, donc il n'y a pas de lien direct entre les différents sous-quartiers, donc il y a un enjeu à créer du lien social. Toujours la même chose, un troisième défi sur les jeunesses, améliorer la situation des jeunes et leur donner des moyens d'agir. On est dans ce cadre-là un peu dans la même situation qu'au Vergoing. Et puis, comme je l'ai dit, le quatrième défi, c'est celui de créer un récit pour la Vallonnière, quartier qui rentre à l'instant dans les territoires politiques de la ville. J'en terminerai avec la Duchère. Beaucoup plus bas dans le document, parce qu'entre-temps, il y a les territoires du 8e, de lourds investissements sur la Duchère. Donc,
j'allais dire, on dit toujours qu'il y a plusieurs quartiers dans la Duchère, mais il y a quand même un objectif de renforcer les cohésions sociales. Le renouvellement urbain prend du temps, le fait d'arriver à mêler anciennes populations, populations nouvellement arrivées, parce que renouvellement urbain, objectif de diminuer le taux de logement social en développant de l'offre libre. Et ben, tout ça, en termes de cohésion sociale, ça ne se fabrique pas en une décennie. Il faut du temps pour cela, et donc de créer les conditions autour des animations, du réseau associatif, des structures existantes, d'améliorer cette cohésion. Le deuxième défi, et non des moindres, et on l'a positionné à cette place, c'est de renforcer la tranquillité du quartier au regard des événements passés. Et voilà, nous ne sommes pas, il n'y a pas de déni de notre part par rapport à ce sujet de la tranquillité publique que nous pointons à cet endroit-là, et ça nous a été remonté lourdement. Donc, des actions sont déjà évidemment mises en œuvre, mais il faut les poursuivre. Le défi 3, c'est d'accompagner le développement et de renforcer l'attractivité économique. Camille est à côté de moi en tant qu'adjointe à l'économie sur la ville. Il y a tous les sujets qui portent notamment au commerce, aux services de proximité, mais aussi de l'économie. Quand on rénove le U de la tour panoramique, c'est pour accueillir également des entreprises d'ESS sur ce U, mais aussi sur la façade Ben Gourion, arriver à développer de l'activité économique au service des Duchérois, éventuellement, et on le souhaite, mais pas seulement, puisqu'on est aussi dans la porte nord-ouest de cette métropole très active au plan économique. Défi 4, poursuivre le renouvellement urbain. Bon, ben, ça continue sur la sauvegarde et sur le château, mais avec une attention évidemment particulière à la transition écologique, et surtout d'arriver, et Martine, je sais, Martine Desfours est à la manœuvre, d'arriver à proposer des offres de logement pour les personnes âgées, puisqu'on a beaucoup de personnes âgées qui sont là depuis la création de la Duchère, qui, dans le cadre du renouvellement urbain, souhaitent se reloger dans des formes différentes, notamment l'intergénérationnel, les personnes âgées, mais pas seulement, tout autre type d'habitants, que ce soit par le genre, par le handicap. Il y a un objectif d'arriver à trouver des logements adaptés. Et enfin, continuer à renforcer la participation habitante et citoyenne. Ce n'est pas le quartier qui est le moins actif en la matière, mais on va dire que cette participation, elle est toujours celle, allez, je vais être un peu dur, mais d'une même sphère. Alors cette sphère, elle est large, hein, c'est 20, 30, 40 personnes, mais on aimerait qu'elle soit élargie à plus de diversité d'âge, plus voilà, de diversité de situations, plus de diversité des sous-quartiers, entre guillemets, de la Duchère. Voilà ce que l'on peut dire, mais comme vous le voyez, c'est écrit très fin. Il y a beaucoup de rédaction, et je pense qu'on pourrait effectivement passer beaucoup plus de temps. C'est vraiment très intéressant avec vous, et en anticipant la réponse à votre question initiale, effectivement, moi, je souhaiterais qu'à la rentrée de septembre, on va attendre la délibération, comme on l'a indiqué, du prochain conseil sur cette convention. On pourra l'imprimer, hein, ce sera un document public puisqu'il aura été approuvé. Et faire une séance dédiée, on se prend une paire d'heures et on fait ça un soir en mairie pour voilà, vous expliquer les axes, et surtout derrière, un document, ça reste assez inerte, c'est aussi de vous montrer aussi concrètement, parce que c'était une question, quelles sont les conditions de sa mise en œuvre, comment on compte énormément évidemment sur l'ensemble des réseaux associatifs pour assurer de sa mise en œuvre, et évidemment des financements que l'on peut octroyer dans le cadre la politique de la ville. Je ne crois pas que depuis le début du mandat, les financements politiques de la ville étaient vus en diminution. Même, je pense que l'État a continué à abonder, et ça, on peut le saluer, puisque voilà, on n'a rien sans rien, et il est important de mobiliser des financements lourds et constants sur ces quartiers. Je vous remercie. Merci Emmanuel. Est-ce qu'il y avait des points sur lesquels on n'aurait pas répondu? En tout cas, la perche est tendue pour, comme l'a dit M. Giraud, pour organiser une réunion plus large avec les présentations peut-être plus en détail des nouveaux, le contrat de ville et les contrats de territoire. Moi, j'avais juste noté, parce qu'on n'en a pas parlé, effectivement, les QVA, les quartiers de veille active n'ont pas été reconduits par l'État. Par contre, la métropole
métropole de Lyon a décidé d'apporter une attention particulière. Alors, il n'y avait pas forcément de financement dédié pour ces quartiers, mais quand même une attention particulière. Et donc, ils sont devenus quartiers métropolitains prioritaires. Non, populaires, pardon. Voilà. Et donc, avec toujours cette même attention. Mais pour être très concret, hein, vraisemblablement, avec moins de financement de l'État, et puis comme on vous l'a indiqué, on a des périmètres de QPV qui augmentent. Je crois que c'est 45 000 habitants supplémentaires à l'échelle de la ville de Lyon, parce qu'on parle de ceux du 9e, mais il y a le périmètre de l'ANEC qui a été créé dans le 8e. Mais on ne nous parle pas que les dotations de l'État vont augmenter au prorata de la population supplémentaire incluse. Donc il va falloir certainement faire mieux avec moins, assez paradoxalement. En tout cas, au regard des dotations de l'État, on n'a pas de signaux aujourd'hui avant-coureurs qui nous disent qu'on aura plus de financement malgré l'augmentation de ces périmètres. Eh bien, je vous remercie pour ce SICA sur donc, la politique de la ville, mais il reste néanmoins une question qui est posée par Lyon Plongeon. Monsieur Monnier, voilà, excusez-moi, Monsieur Monnier. Bonsoir. Allez-y, c'est Adrien Drioli qui répondra à celle-ci. Du coup, je vais reprendre le texte qu'on vous avait fait passer par email et je vais essayer d'interjecter un peu quelques petites nouvelles qu'on a eues depuis, plus ou moins bonnes. Donc nous, les clubs étant hébergés sur la piscine de Vèze, avons entendu non officiel qu'une réunion s'est tenue le vendredi 3 mars pour statuer sur les possibilités de repli des clubs de la piscine de Vèze pour la saison 2024-2025 entre la direction des sports et les élus de la ville de Lyon. Qu'en est-il ? Et donc je vais continuer sur le contexte de la question. Le Lyon Plongeon Club est présent sur la piscine de Vèze depuis bien des années, c'est les années 50, dès la création de la piscine de Vèze. Le Plongeon Club a participé notamment à la mise en place des tremplins, toute la structure plongeon sur la piscine de Vèze. Certains adultes qui ont maintenant la cinquantaine nous racontent de temps en temps leurs souvenirs de sauter, plonger dans les bulles avec les cours du LPC lorsqu'on les rencontre pendant les ouvertures au public des plongeoires les week-ends. On a aussi des adhérents qui plongent non seulement en semaine mais en week-end sur les ouvertures publiques. C'est un équipement qui a formé 8 plongeurs internationaux français avec une présence au JO de plongeurs formés au LPC depuis 1988, quasiment sans discontinuer, seulement manquant au JO d'Atlanta. Je mentionne ici les 8 plongeurs français, seulement ceux qui ont participé au JO en soi. On a eu multiples internationaux français, notamment internationaux juniors, avec une qui présente ce soir aujourd'hui et qui est adhérente toujours au club et aussi qui avait été entraîneur, qui est toujours entraîneur avec nous de manière bénévole depuis quelques années. La piscine de Vèze ferme ses portes aux utilisateurs le 31 mai au soir, alors a fermé du coup, pour une saison complète. Elle n'ouvrira pas avant juin 2025. Les clubs y résidents n'ont pour l'instant, donc à la date de début mai, aucune nouvelle à moins d'un mois de la fermeture et dans une période de prise de contact de beaucoup de parents pour planifier leur calendrier hebdomadaire de la saison prochaine. Malgré de nombreuses relances et demandes de travailler en amont de notre part depuis 2020, au moins du côté du Lyon Plongeon Club. On m'a souvent fait le reproche au niveau de la Ligue Aura de natation ou la direction des sports ou encore la ville de Lyon de ne pas faire de demande commune avec mes homologues de Lyon Natation Métropole, Aqua Synchro Lyon et Lyon Renault Waterpolo notamment. Nous sommes les 4 clubs FFN travaillant sur Vèze. Il y a d'autres associations, mais voilà, c'est les 4 clubs FFN. Je souhaite amener à la connaissance des élus de la ville le fait que le Lyon Plongeon Club est dans une situation beaucoup plus délicate que nos homologues. En effet, nous n'avons pas besoin de lignes d'eau, mais d'équipements nous permettant de pratiquer le plongeon, un tremplin notamment. Équipements qui, au fil des 10 dernières années sur Lyon, ont été enlevés des autres piscines de Lyon. La direction des sports vous pourra dire pourquoi. Et il ne reste que 2 plateformes à la Duchère notamment. Gerland avait toujours des plateformes, mais suite à la réfection de la piscine, celle-ci est inutilisable. Les plongeoires sont seulement artistiques maintenant dans la structure. Il n'y a plus que Vèze aujourd'hui donc pour travailler. Nous avons aujourd'hui au LPC 140 adhérents qui ne savent pas ce qu'on peut leur proposer la saison prochaine parce que nous ne le savons pas nous-mêmes. Nous avons de potentiels adhérents dont certains qui verront développer une passion, vocation grâce à la portée de notre athlète Jules Bouillet, donc qui sera le 9e athlète du LPC présent au JO cet été. Fruit de 10 ans de travail par notre entraîneur Frédéric Parot pour arriver à ce niveau de top 12 mondial.
Et voilà, donc c'est des vocations que nous ne pourrons pas accueillir l'année prochaine. En termes de nouvelles que j'ai eues ces dernières semaines, notamment sur les autres clubs, alors pour remettre un peu à niveau aussi par rapport aux autres clubs, notamment le Lyon Natation Métropole, c'est un mastodonte de la natation française avec 2500 adhérents. Ils sont présents sur toutes les piscines de Lyon, donc la piscine de Vez ferme. Eux ont encore des lignes d'eau, notamment en 50 mètres à la piscine du Rhône ou sur les autres piscines de Lyon, en 25 mètres. L'ASL est aussi présente sur Garibaldi notamment. La piscine Garibaldi les avait beaucoup heurtés, enfin la fermeture de la piscine Garibaldi les avait beaucoup heurté l'année dernière. Là, elle a pu rouvrir et je sais que l'année prochaine, ils vont pouvoir avoir leur groupe de Vez sur la piscine Garibaldi. Nous, de notre côté, nous n'avons toujours aucune solution viable l'année prochaine, et dès d'ailleurs ces semaines-là, nous revenons d'une semaine sur Strasbourg, donc la première semaine de fermeture de Vez nous a pas trop impacté parce qu'on avait les championnats de France l'année dernière, donc on en a profité pour passer la semaine à Strasbourg, où étaient donc les championnats de France. Mais par contre, dès ce jeudi, notre entraîneur Frédéric Parot prendra ses jeunes sur Bourg-en-Bresse à raison de 2-3 fois par semaine en minibus. Comme nous l'a proposé très souvent Monsieur Lionel Douzet, directeur de la piscine, en solution de la fermeture de piscine de Vez. Sachant que, bon, Alors, on va demander quand même à M. Drioli de vous répondre parce que là, vous rajoutez un petit peu C'est ça. des éléments à la question. Et puis, on a bien compris le sujet. C'est qu'effectivement, la fermeture de la piscine de Vez pour un an, qui contraint, parce que c'est une des piscines qui est ouverte quasiment le plus, hein, avec des créneaux le matin très tôt, le soir très tard. Donc, c'est très, très impactant pour les clubs. Ça, on en a conscience. Et effectivement, je vais peut-être pas répondre à la place de M. Drioli, j'allais commencer. Allez-y, M. Drioli. Oui, merci, cher Martin. Merci pour cette question, puisqu'effectivement, elle permet de mettre, premièrement, à l'ordre du jour le sport de notre arrondissement, et notamment les pratiques sportives à la piscine de Vez. Comme vous l'avez indiqué, la piscine de Vez va être impactée par des travaux qui vont durer jusqu'à juin-juillet l'année prochaine, et elle rouvrira notamment pour un événement international de sport, puisqu'elle devrait rouvrir pile poil pour l'organisation des Eurogames, puisque la ville de Lyon a gagné l'organisation des Eurogames à Lyon face à la ville de Londres, avec plusieurs milliers de sportifs qui viendront sur Lyon. De nombreux échanges ont en effet été organisés par la direction des sports et en lien avec Juline Blafort, adjointe au maire de Lyon au sport. Vous connaissez notre présence et notre soutien à la vie sportive, tant dans notre arrondissement que également auprès des pratiques sportives, et notamment celles que vous représentez sur le Lyon Plongeon Club. On vient régulièrement aux événements qui sont des grands événements avec une belle organisation, des sportives et des sportifs de tout âge et de haut niveau que vous préparez, que vos salariés, que les salariés du club, les coachs préparent à des niveaux internationaux, notamment pour les Jeux Olympiques. Il a effectivement sans doute manqué un peu de temps et sans doute d'une meilleure planification dans le cadre des échanges, mais vous connaissez la difficulté de la situation, vous en avez donné un certain nombre d'éléments. La ville de Lyon, en termes d'équipement de piscine, est sous-équipée sur cette pratique sportive. La piscine de Vez est un équipement important, c'est ce qu'on appelle un grand équipement qui est géré par la direction des sports et au niveau central. Et donc, la relocalisation de l'intégralité des créneaux, des pratiques sportives et donc des clubs qui y sont, entre guillemets, occupants, nécessite un travail de longue haleine et qui d'ailleurs, notamment même pour tous les clubs actuellement, aujourd'hui, les retours, les réponses sur les créneaux 2024-2025 ne sont pas encore entérinés définitivement, et donc il y a encore un travail sur un certain nombre d'éléments en cours d'étude pour pouvoir donner des informations pour la prochaine rentrée. Donc on est d'ailleurs en avance par rapport aux années précédentes. On fait au mieux pour à chaque fois donner les réponses sur les planifications de créneaux pour que les clubs et les usagers, je dirais les familles, les personnes individuelles qui viennent en usage des équipements puissent aussi avoir les informations le plus tôt pour planifier leur rentrée, tant d'un point de vue emploi du temps que d'un point de vue administratif.
Les possibilités sont assez restreintes sur la relocalisation je dirais, de toutes les pratiques sportives des clubs de natation et du plongeon issus des programmations de la piscine de Vèze. Il y a un certain nombre d'études qui ont été commandées pour pouvoir voir ce qu'il en serait de relocaliser la pratique plongeon sur d'autres équipements piscines de Lyon. Mais les équipements piscines étant très limités, là, on a aussi un cadre et on hérite aussi d'une situation où les équipements piscines ne sont pas assez nombreux. Et c'est aussi le constat qu'on fait tant à Lyon, où on espère aussi pouvoir prendre nos responsabilités là-dessus, mais on hérite aussi d'une situation qui est quand même difficile. Et donc, quand on met en œuvre un certain nombre de grosses rénovations sur des équipements comme la piscine de Vèze, eh bien, on paye un peu le retard et les non-décisions courageuses des équipes précédentes sur le sujet du nombre de piscines sur Lyon, et notamment du nombre de piscines accueillant la pratique du plongeon, qui est très clairement insuffisante, notamment également sur la métropole, puisqu'on a regardé aussi ce qui pouvait être fait au niveau du territoire métropolitain, et même à ce niveau-là, les possibilités sont inexistantes. Donc, des temps d'échange et même de visite sont très prochainement programmés pour pouvoir, à minima, accueillir la pratique du plongeon sur ce qu'on appelle des exercices de l'entraînement, ce qu'on appelle à sec sur des gymnases, puisque là, il y a un besoin du club là-dessus. Et donc là, il y a un certain nombre d'avancées positives qui émergent et donc qui vont notamment aboutir sur notamment la visite de la Halle Diagana, où on espère pouvoir donner des réponses très sérieuses là-dessus. Et comme je le disais, les études ont été commandées pour pouvoir regarder ce qu'il en serait sur la question de rééquipement ailleurs sur les piscines en eau, sur les plongeons en eau. Mais là, la situation est très, très difficile. Et donc, pour le coup, on ne peut qu'attendre ces résultats-là. Mais en tout cas, les réponses que l'on a pu dégager sur les entraînements à sec sont non plus en cours d'étude, puisqu'il y a des rendez-vous, des visites dans la semaine qui sont programmées. Et on espère pouvoir, en tout cas, faire en sorte que la pratique continue et que les familles, que les athlètes puissent continuer à, en tout cas, s'exercer sur cette pratique-là, avec un contexte qui est, comme je le disais, assez, entre guillemets, tendu, difficile d'un point de vue créneau, puisqu'il faut qu'on puisse relocaliser comme vous l'avez dit, des milliers de pratiquants sur la natation et sur d'autres clubs, sur les autres piscines. Et donc, c'est une période qu'il nous faut montrer de patience et d'esprit collectif. Voilà, merci. Vous vouliez rebondir? S'il vous plaît, ouais, je vais rebondir sur les multiples échanges, les multiples réunions qui ont été évoquées par M. Drioli, que je connais très bien et qui j'ai de beaux contacts. Notre situation là, surtout au niveau de la ville de Lyon, surtout par rapport à la mairie centrale, vu que c'est des grands équipements, c'est nos interlocuteurs, pas vraiment le 9e, mais on a de très bons contacts avec M. Drioli, qui est donc le représentant du sport dans le 9e. Sur les multiples réunions, on en a eu deux en effet avec l'équipe centrale, on va dire, et Madame Nublafor, une en 2020, donc à l'investiture de la nouvelle municipalité, l'équipe municipale, pardon, et une en juin 2021. Suite à une première réunion de connaissances, on va dire, puis une réunion d'alerte sur le fait qu'il n'y avait qu'un seul équipement plongeon sur Lyon, qui était à Vèze. Ensuite, on a eu plusieurs emails entre 2022 et 2024, notamment dernièrement, suite à l'annonce en avril 2024, que la piscine de Vèze allait bien fermer fin 2024 jusqu'à fin 2025, fin de la saison 2024-2025. Et ces emails sont toujours restés sans réponse, malgré le fait de mettre en copie M. Guiguet ou M. Drolang à l'époque, qui sont dans l'équipe de Madame Nublafor. Alors, en vrai, on va pas. Non, bien sûr. Parce qu'on arrive sur les réunions, réunions en cours, on partage le même constat et la même tristesse sur ce sujet. C'est-à-dire que vraiment, alors c'est un défaut de communication, mais qui nous appartient pas sur la piscine de Vèze, puisque c'est un équipement qui n'est pas transféré, mais pour en avoir échangé à nombreuses reprises, relancé. Alors peut-être que dans notre communication, on n'a pas été très bon, mais on a relancé Madame Nublafor, les services des sports, pour savoir ce qu'il était possible, parce qu'en vrai, ce qu'il faut, c'est pouvoir remettre un plongeon dans une piscine.
Voilà, faut Ou à Sec, bien réinstaller. sûr, parce qu'on a parlé de la Alors, salle alors Diagana. à Sec, ça a l'air Il y a une réunion demain matin, en voilà. effet. J'ai déjà eu la personne Bon, qui s'occupe de ça, ça au téléphone. L'autre souci, c'est aussi de pouvoir stocker les équipements qui sont amovibles. On a trouvé des équipements amovibles, notamment sur l'hiver à la salle Diagana, parce que c'est une salle qui est beaucoup utilisée pour l'athlétisme, notamment l'organisation de gros meetings ou comme il y avait eu du badminton il n'y a pas très longtemps. Donc, il faut aussi pouvoir trouver un espace de stockage. Et aujourd'hui, c'est aussi un des gros problèmes bloquants, le stockage des équipements, quand il y a un autre événement ou d'autres sports à mettre sur le même établissement. Après, ben voilà, l'idée c'est d'essayer de faciliter des études vraiment. Moi, j'ai échangé avec Madame Dublafort au dernier meeting de natation synchronisée qui avait lieu, donc le dernier meeting encore voilà sur ce sujet. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous a préoccupé, turlupiné. Après, malheureusement, c'est loin d'être simple, mais sur les plongeons dans une piscine, je veux dire. Ça, c'est très complexe ou très coûteux. Et ça demande aussi des forces maintenance, des forces vives de la mairie de Lyon qui en manquent cruellement. D'ailleurs, je fais un appel à toutes les personnes qui souhaiteraient candidater vraiment pour travailler au service des sports de la ville de Lyon. Mais on va vraiment, si ce rendez-vous est fixé, travailler pour vous faciliter le stockage et la pratique à sec du plongeon. Malheureusement, c'est vrai que là, on s'avance sur une année complexe pour vous. Ça, on en a conscient. On en est vraiment conscient. Voilà. Oui, Monsieur Giordano. Oui, si vous permettez, un petit peu aussi pour répondre à quelques remarques qui ont été faites sur le premier plan, qui est sur le plan de l'héritage. Donc, bon, d'abord le club que je connais très bien, donc on s'entend quand j'étais maire, c'est un club que j'ai suivi de près, comme énormément de clubs. C'est un club qui a donné beaucoup de médailles localement, nationalement et internationalement. Je sais que j'avais suivi en son temps Caroline Locker qui avait eu de nombreuses médailles sur différentes catégories en plus. Et puis, je crois qu'elle s'occupe maintenant de la performance aux Jeux Olympiques, donc elle a fait son petit chemin. Tout ça pour dire oui, des héritages, il y en a toujours. Et quand on arrive aux manettes, le jeu, c'est d'améliorer ce qui doit être amélioré. En l'occurrence, je ne dirais pas qu'on était en avance sur les piscines, mais de 2020, première réunion, 2021, puis échange de mails, je pense que là, en fait, ce que demande le club pour avoir moi-même, en ce qui me concerne, pratiqué la natation au rythme de 4 fois par semaine, notamment à la piscine de Vèze, je vois comment un club peut être en difficulté quand pendant un an, il n'y a plus de piscine. Je ne sais pas si on s'en rend bien compte. Là, ils n'ont plus de moyens de s'entraîner. Donc là, il n'y a plus d'autres solutions que d'essayer. Je pense qu'ici, on a des manettes au niveau de la métropole. Il y a, et tout le monde le sait, et le club le sait aussi, d'autres lieux où peut-être on peut trouver des créneaux ou essayer en période transitoire d'avoir des créneaux pour améliorer un petit peu le confort du club. Il en va quand même d'un club qui, comme j'ai dit tout à l'heure, a fait énormément pour l'arrondissement, pour la ville et même pour la France, puisque son palmarès parle de lui-même. Voilà. Ce serait bête de les laisser comme ça en plan, et je pense qu'il faut qu'on retrousse les manches et qu'on trouve des solutions. Voilà. Monsieur Driel, rapidement, parce qu'il est très rapidement, 19h48. juste pour effectivement confirmer que les éléments de la question du stockage de matériel a bien été abordée et bien incluse dans la visite de la Diagana. J'ai encore eu le chargé de mission de Julie Blafort au téléphone récemment, et on échange régulièrement avec le club de Lyon Plongeon sur ce sujet-là, sur les différents questionnements. Et donc, ça fait bien partie des questions qui sont traitées sérieusement dans le cadre de la visite de la Diagana. Et puis, juste pour terminer sur la question de la rénovation et de la construction de piscines sur Lyon, très sincèrement, je pense qu'il vaut mieux pas qu'on rentre dans je dirais, le développement d'arguments sur ce sujet quand on connaît et l'état des piscines que l'on a hérité sur Lyon en arrivant en 2020
et le nombre de piscines manquantes, quand on voit le manque de piscines pour que les scolaires puissent pratiquer l'apprentissage de la nage, quand on sait le niveau d'apprentissage de nage d'enfants dans certains quartiers populaires qui n'ont pas accès ni aux vacances, ni à assez d'équipements. Très sincèrement, je pense qu'il vaut mieux pas que l'on rentre ce soir dans ce sujet. On essaye de prendre le problème à bras le corps, mais franchement, voilà, je pense qu'il vaut mieux pas qu'on donne de leçons sur le sujet parce que on y travaille beaucoup et on a fait en sorte de pouvoir accompagner le club et notamment sur les entraînements. Le club n'est pas laissé sans solution, comme je viens de l'entendre. On propose des solutions à la demande du club sur les entraînements à sec. Et je ne peux pas laisser dire que nous ne proposons pas de solution au club, c'est faux. Et je pense que c'est une manipulation d'informations sur le sujet. Merci. Monsieur Giordano, et après, on enchaîne sur le conseil d'arrondissement. Je ne donne pas de leçons, je m'en garderai bien. J'étais aux manettes, je sais ce que c'est. J'ai commencé par dire qu'il y avait peut-être et sûrement un retard. Ce n'était pas la question. La question, c'était de trouver une solution. Donc, c'était simplement là-dessus que je m'orientais. Je vais vous citer un exemple. Non, mais c'est vous qui m'avez cherché. Et je vous apprécie en plus, M. Drioli. Mais là, vous m'avez cherché un petit peu. Je vais changer parce que moi, je ne m'occupais pas des sports. Mais quand je me suis occupé des espaces verts, il y avait 400 hectares d'espaces verts. J'ai dit, il va falloir qu'on essaye d'arriver à 500. Oh, tout le monde a rigolé, impossible. On y arrivait petit à petit. Je veux dire, voilà. Et évidemment, des fois, il y a des retards. Eh ben, il faut essayer d'y arriver. Et, on s'égare un tout ce que petit je voulais, peu, là. non, mais je conclurai juste là-dessus. Mon intervention était sur le plan de trouver une solution et de trouver une solution de remplacement. Ce n'était pas évidemment d'arriver avec une baguette magique et de faire en sorte que la piscine de Vèze fonctionne. Alors du coup, rassurez-vous, des solutions de remplacement ont vraiment été étudiées et sont en passe d'être trouvées. Juste les investissements de la ville de Lyon sur les piscines, Aquavert, un bel exemple de syndicat mixte intercommunal, merci, qui va profiter à Lyon puisque Lyon investit énormément dans cette nouvelle piscine. Kennedy, qui est quand même bien dans les tuyaux, qui ne sera pas sorti mais qui est quand même lancé. La piscine de Gerland et la piscine Garibaldi qui vient d'être ouverte. Donc voilà, on avance et on essaye vraiment de trouver au mieux des créneaux pour une piscine, effectivement, qui en avait beaucoup, pas simple. Merci aux personnes du SICA d'être venues nous poser des questions. On est forcément à disposition s'il y avait d'autres approfondissements.